Florian, on voit une politique effectivement très volontariste et on le rappelle, menée par une première ministre qui vient de la gauche. C'est-à-dire que chez eux, c'est un peu l'inverse de chez nous. À gauche, on ose en parler et on ose agir sur l'immigration. Oui, parce que comme en Australie, en fait, la gauche et les sociodémocrates danois ont compris que la seule manière de préserver la cohésion du pays et de conserver le pouvoir était de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et donc la politique est laquelle? En fait, elle repose sur 4 piliers. Le contrôle des frontières, le contrôle des titres de séjour, notamment attachés au travail. Donc dès qu'on n'a plus de travail, au bout de 3 mois, on doit quitter le pays. Le troisième point, c'est l'accès à la nationalité. Notamment, dès qu'il y a une condamnation pénale, on ne pourra jamais devenir danois. C'est une condamnation civile de plus de 400 €. On ne peut pas demander une naturalisation avant plus de 6 ans. Et enfin, les politiques d'expulsion et notamment le fait donc, de traiter aussi les demandes d'asile dans des pays tiers. Et en fait, ça, c'est ce que l'Australie a également fait avec beaucoup de succès. Et donc, c'est quelque chose dont toute l'Europe devrait s'inspirer, puisque c'est effectivement quelque chose qui marche. Ça fait 20 ans... 15 ans que ça marche en Australie, et donc là, depuis au Danemark. Et il y a un dernier point, peut-être pour conclure, la révision de la CEDH est très importante, puisqu'on sait que... Pardon, oui, la Cour européenne... La Convention européenne des droits de l'homme, puisque l'interprétation de cette Cour européenne des droits de l'homme du droit à la vie privée fait partie des choses qui bloquent le plus justement les expulsions et le traitement des migrants irréguliers, illégaux dans nos pays. Alors oui, mais en fait, il y a 2 sujets. Il y a quand même l'utilisation de l'espace public par les dealers et les points de deal. Et là, la politique de cette maire veut en fait que les habitants puissent juste réhabiter dans leur ville, parce que le narcotrafic aujourd'hui... Puissent vivre normalement, en fait. Ça pourrit tellement la vie quotidienne des Français qu'effectivement, il y a une nécessité d'aller réinvestir ces lieux. Et une chose qui n'a pas été dans le reportage, c'est que c'est quand même l'augmentation des moyens de police, c'est 1,7 million d'euros qui est prévu. Si on multiplie par 35 000 communes, vous voyez ce que ça fait, c'est 50, 60 milliards. Donc en fait, c'est d'une part pas réaliste, et ça montre bien aussi le coût pour la société qu'a ce narcotrafic. De l'autre côté, c'est la lutte elle-même contre le narcotrafic, et comme ça a très, très bien été dit, en fait, ça ne va faire que déplacer le problème, et certainement que ça ne va pas du tout faire baisser le business. Donc la vraie question, en fait, fondamentale, c'est pas de faire ce type de soins palliatifs, quelque part, pour la ville. C'est un pansement sur une jambe de bois. C'est ce que j'allais dire, exactement. Mais vraiment de changer de culture et de lancer cette guerre contre le narcotrafic. Il y a plus d'1 million de consommateurs de drogue réguliers dans notre pays. En fait, c'est là-dessus qu'il faut aller attaquer. C'est vraiment sur le consommateur et sur les dealers. Il faut que les dealers, quand les policiers les attrapent, ils ne ressortent pas libres au bout de quelques jours. Donc... et ça, c'est la politique que Bruno Retailleau et Gérald Darmanin essayent de mettre en place. Mais c'est quand même poussif, c'est dur, et il faut changer la loi. Et c'est un changement de mentalité aussi vraiment fondamental à faire. D'impuissance. Donc, à un moment donné, c'est que toutes les solutions que l'on a mises sur la table jusqu'à présent n'ont pas marché. Non, mais je vous laisse intervenir, Florence, parce que je voyais bouillir et agir. Là, je suis en train de bouillir parce que allez-y. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Les solutions qui ont été mises en place n'en sont pas. Et ce n'est pas vrai de dire que quand on légalise, ça va mieux. Parce que la consommation augmente, la polyconsommation augmente également, l'utilisation sur le lieu de travail augmente. Enfin, est-ce que vous avez vraiment envie que des gens qui ont fumé un joint juste avant conduisent un train ou pilotent un avion? La réponse est non. Oui. Donc, je veux dire, et même l'exemple des Pays-Bas, mais vous vous êtes baladé à Amsterdam, ça sent la weed partout dans la ville. En fait, un touriste, il se balade et ça sent le cannabis. Donc, enfin, bon, il y a vraiment un c'est sujet. Un nouveau tabagisme passif. Et d'un point de vue de la politique vraiment de santé publique, c'est une catastrophe. Non, la réalité, c'est comme on l'a dit, quand il y a une opération place nette, pourquoi est-ce que on a l'impression que c'est un puits sans fond? Mais parce que ce sont les mêmes personnes qui reviennent ensuite, parce qu'ils ne sont pas éloignés. Oui, c'est pas ça qui va faire cesser leur trafic et l'économie avec les chiffres qu'on citait tout à l'heure. Mais si, parce que c'est un problème aussi de personnes. Si les dealers qui sont attrapés, ceux qui sont étrangers étaient expulsés et ceux qui ne le sont pas étaient envoyés à la nouvelle prison en Guyane, eh bien, bizarrement, ils ne reviendraient pas 2 semaines plus tard sur le point de deal pour continuer leur business. Et en parallèle de ça, il faut évidemment pénaliser la consommation. C'est un changement culturel qu'il faut faire. Nous, on avait publié un rapport sur la guerre contre la drogue aux États-Unis mené par Ronald Reagan. Et ce sont des choses qui peuvent être faites, qui ont fonctionné aux États-Unis et qui, effectivement, n'ont jamais été tentées en France. Je suis d'accord avec vous.
Décider entre se dire je suis médecin, je suis là pour soigner et donc si on m'appelle, évidemment, je dois y aller, c'est ma mission. Mais en même temps, comme le disait Kevin, parfois ce sont aussi des guet-apens. C'est-à-dire qu'on appelle le médecin pour se venger d'une décision qu'il aurait prise et il est évident qu'on ne mettra pas des forces de l'ordre derrière tous les médecins. Donc on imagine à chaque fois, notamment plus particulièrement pour SOS Médecins qui intervient à domicile, le dilemme que c'est pour eux de se dire je me rends sur une intervention, j'espère faire ma mission, mais finalement je ne suis pas sûre. C'est ça. Et en plus, SOS Médecins, ils y vont seuls. On voit le SAMU, quand ils y vont, souvent, ils sont obligés de laisser quelqu'un dans le camion pour ne pas se faire dévaliser de tout le matériel médical qu'il y a derrière. Pareil pour les pompiers. En fait, comme l'a dit Kevin, c'est quand même le symptôme d'une société très profondément malade quand on en vient à s'attaquer à ceux qui sont là pour sauver des vies, à ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate, qui est de soigner les gens et de ne pas faire de mal. Et qu'est-ce qu'on va faire juste parce qu'on n'est pas content qu'on ne nous ait pas filé telle prescription pour un médicament qu'on va revendre derrière, ou qu'on n'a pas eu un arrêt maladie parce qu'il n'y avait aucune raison de l'avoir. D'ailleurs, ce serait intéressant que là, en période de disette budgétaire, on aille regarder combien et qu'on punisse plus sévèrement les gens qui demandent des arrêts maladie de complaisance. Mais pour revenir sur le sujet, c'est vraiment honteux et, enfin, passez-moi l'expression, mais dégueulasse en fait d'en arriver là. Lâche. Donc, cette loi qui vient de passer, je ne pense pas qu'elle soit suffisante d'une certaine manière. Voilà, des gens qui sont à ce point-là barbarisés, s'ils sont étrangers, devraient être expulsés. J'ai l'impression de radoter, mais c'est la réalité. Ils n'ont pas leur place en France s'ils sont étrangers. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, il faut que pour une fois, la justice fasse son travail. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de durcir les peines si elles ne sont pas appliquées derrière. C'est ça le sujet. Donc là, on va rentrer dans une question d'application de ces peines et que quelque part, la peur change de camp, ou en tout cas que le respect, le fait qu'on se dit on ne peut pas attaquer impunément un pompier, on ne peut pas attaquer impunément un médecin, rentre à nouveau dans les mentalités. Justement, en parlant de ne pas convoquer la presse, ce matin, il y avait donc cette inauguration, quelque part, si on peut dire, des baignades au bord dans la Seine. Et évidemment, les journalistes étaient juste aux abords de la Seine. Tous les journalistes, oui, bien non, pas ceux de CNews, justement. Florian Gérard-Mercier, alors la mairie de Paris explique qu'il y avait trop de journalistes accrédités, qu'il a fallu faire des choix. A priori, les quais de Seine sont quand même en capacité d'accueillir des journalistes. On sent aussi qu'il y a une volonté que cette baignade soit couverte par certains, pas par d'autres. Alors effectivement, il y a un coût dont il faut quand même rappeler l'importance. Il y a aussi eu, au moment des JO, on l'a vu, les limites de la baignade dans la Seine. Et donc, CNews, visiblement, n'est pas le bienvenu. C'est ça, c'est un scandale. Honnêtement, CNews, première chaîne d'info française. Et 5e chaîne nationale, on le rappelle. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez puni pour vos audiences, quoi. Ça n'a aucun sens de prioriser d'autres chaînes par rapport à CNews. Et je tiens quand même à souligner aussi l'hypocrisie de la gauche qui est vent debout quand, par exemple, le Rassemblement national ne donne pas une accréditation à Mediapart ou à Quotidien pour venir couvrir certains événements. Et qui, par contre, quand il s'agit là de couvrir un événement où eux, ils n'ont peut-être pas envie qu'on rappelle que les coûts sont complètement faramineux. Et c'est factuel, pardon, mais de dire que ça coûte plus d'1,4 milliard, on ne l'a pas inventé. Ce sont les coûts. Donc, et d'autant plus, il faut souligner que c'est un dérapage majeur par rapport à ce qui était prévu, comme toujours. Donc, ce sont des gens qui sont effectivement dans l'idéologie, qui ne comprennent pas grand-chose aux politiques publiques. Et je tiens à souligner que, honnêtement, Emmanuel Macron aussi se fourvoie ici. Jacques Chirac l'avait promis, mais parce qu'il était ancien maire de Paris. Qu'est-ce que Emmanuel Macron, il a peut-être d'autres sujets à couvrir que ça. Donc, il semblerait, vraiment, à l'international comme sur le territoire national d'ailleurs. Et Florian, d'abord sur le constat. Hier, on avait un gérant d'aquapark qui a pendant 1 an préparé cet aquapark, qui a engagé 165 000 €, qui a dû le fermer avant même qu'il n'ouvre parce qu'il y avait des incivilités. Là, on voit ce gérant, on a cassé la lumière, les détecteurs, la machine. Et on se dit, en fait, aujourd'hui, comme le disait Gérald Darmanin, il n'y a plus d'endroit safe. Une laverie à Cognac, ça devient un lieu d'ensauvagement. C'est exactement ça, en fait. Il y a une forme de barbarisation et de manque total de respect pour tout. Et ça vient vraiment, comme il l'a bien dit, de cette impunité totale qu'il y a tout le temps. C'est-à-dire que on peut porter plainte, on sait que ce sera mis sans suite, et d'autant plus là parce que les dégâts, entre guillemets, ne sont pas importants. Oui. Mais à chaque fois, c'est aller voir avec l'assurance qui ne va pas couvrir, c'est faire venir un réparateur, pendant ce temps-là, la laverie ne peut pas être ouverte. En fait, c'est une minorité
qui pourrit la vie d'une majorité. Et en fait, il y en a marre, les Français en ont marre de ça. Il faudrait peut-être que le ministère public se réveille, que ce ne soit pas forcément aux commerçants de porter plainte, qu'il y ait, à partir du moment où il y a des images qui sont diffusées, qui peuvent être envoyées, que la police puisse faire son travail et retrouve ses auteurs, et qu'ils soient punis autrement que par un simple rappel à la loi. Donc, il y a un vrai changement culturel fondamental dans notre pays à faire sur le sujet.